Bonjour, alors aujourd'hui un gros morceau de mathématiques quand même, avec le théorème de Cartan-von Neumann. Des choses qu'on peut voir dans Nouvelles histoires et Denise de groupe et géométrie, chapitre 9. L'idée, c'est de vous montrer, d'une part le théorème, mais surtout dans quel contexte on peut le voir et voir son intérêt. L'idée aussi, c'est de vous montrer que le mélange, le mix entre théorie des groupes et topologie est un mélange détonnant. Mais je cours. Et ça, c'est ce qu'on va voir là maintenant, tout de suite. D'abord, ça donne naissance, ce mélange-là, à la notion de groupe topologique. Alors, un groupe topologique, c'est simplement un groupe, on prend les axiomes du groupe, c'est-à-dire on met de la multiplication, donc on a une multiplication qui va de G croix G dans G, une inversion, iota, qui va de G dans G, et puis tout simplement on met de la topologie sur G, on met une topologie sur G, et on veut que mu et iota soient continus. Hein, bon, bien sûr, il va y avoir une topologie produit ici, et on veut que ce soit continu. Bon, si c'est continu, iota par exemple, c'est un homéo, forcément. Alors l'exemple type de groupe topologique, c'est les groupes GLN de R et GLN de C. Pourquoi GLN de R est un groupe topologique? Parce qu'il y a une multiplication, donc ça se plonge dans un espace vectoriel de dimension finie, de matrice, qui est un espace vectoriel normé, avec une topologie qui vient de la norme. Et la multiplication matricielle, c'est polynomial, bon, c'est même linéaire à gauche, linéaire à droite, bon, tout est là pour que ce soit continu. L'inversion, c'est continu parce que, bon, alors là, c'est pas polynomial, mais c'est une fraction rationnelle à plusieurs indéterminés, parce que l'inverse d'une matrice inversible, c'est la transposée de la comatrice, ça c'est polynomial, divisé par le déterminant, donc on divise, on fait un quotient de polynôme. Donc on a quelque chose de continu sur son ensemble de définitions. Donc ça, c'est topologique, et ça, c'est aussi un groupe topologique. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir pourquoi groupe et topologie, c'est prometteur. Parce que il y a le principe de translation. La translation, c'est simplement la multiplication, par exemple à gauche, par x, L indice x, de G dans G. Alors bien sûr, c'est inversible, c'est une bijection, puisque son inverse, c'est la translation par x moins 1. Et c'est en plus continu, puisque la multiplication est continue. Donc ça fait que l'application qui a y donne xy, c'est un homéo. Donc ça, c'est important. Donc ça va envoyer un ouvert sur un ouvert. Du coup, on a dans la théorie des groupes plein de ce qu'on appelle le principe de translation. Mais ici, le principe de translation topologique, ça va être que si H est un sous-groupe de G, et on suppose que H contient un voisinage ouvert de l'élément neutre E, alors H est ouvert. Voilà, ça c'est tout simple. Pourquoi? Parce que si on prend un autre, donc E dans H possède un voisinage ouvert, mais maintenant, si on prend un autre élément de H, petit h, eh bien, la translation L indice H va envoyer U sur un voisinage ouvert, puisque c'est un homéo, il va envoyer un ouvert sur un ouvert, sur un voisinage ouvert de petit h, puisqu'il va envoyer E sur H. Donc, tout élément de H possède un voisinage ouvert dans H. Voilà. Alors bien sûr, hein, ce voisinage ouvert, donc à la fois ça va préserver le côté ouvert, et ça va préserver le côté groupe, parce que U est dans H, et que petit h est dans H aussi. Alors maintenant, le Lagrange topologique, alors ça c'est encore quelque chose d'encore plus étonnant, c'est qu'un sous-groupe ouvert est forcément fermé. Voilà. Alors fermé n'implique pas ouvert, mais déjà ouvert implique fermé. C'est déjà vous dire à quel point comment dire, les choses dans la théorie des groupes sont rigides, en quelque sorte. Et si c'est ouvert et fermé, forcément, ça veut dire que c'est réunion de composantes connexes de G. On a supposé que H est un sous-groupe de G.
Donc ça va être une réunion de composantes connexes. Bon, alors la preuve est simple, donc il faut penser au théorème de Lagrange. Bon, Lagrange c'est pour les groupes finis, mais là on est dans le cadre de groupes a priori infinis. Mais H va être le complémentaire de la réunion des classes à droite de H. Puisque la réunion des classes à droite modulo H, c'est G, que cette réunion, elle est bien connue pour être disjointe, bien H va être le complémentaire des autres, de la réunion des autres classes à droite. Et par principe de translation, comme H est ouvert, AH est ouvert, la réunion d'ouverts, c'est toujours des ouverts, et H, ça va être le complémentaire d'un ouvert dans G, donc il est fermé. Et vous voyez bien pourquoi fermé n'implique pas ouvert, parce que la réunion de fermé, c'est pas un fermé. Quand c'est infini, évidemment. Voilà. Alors, là, on voit déjà qu'on a quelque chose de très puissant. Et on peut le résumer dans un corollaire. On suppose qu'on a phi un morphisme de groupe, qui en plus est continu entre des groupes topologiques. Voilà. D'accord ? Eh bien, si H est connexe, et si im phi contient un ouvert, alors phi est surjectif. D'accord ? Alors bon, là, ça devient évident avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si im phi contient un ouvert, par le principe de translation, im phi, qui est un sous-groupe de H, est ouvert, donc il est fermé. Donc il est ouvert et fermé, et non vide, évidemment, parce qu'il contient l'élément neutre. Donc comme H est connexe, eh bien im phi est égal à H. Donc vous voyez que c'est un résultat extrêmement alléchant. Voilà. Et maintenant, il reste quand même un problème, c'est comment montre-t-on qu'on a un ouvert dans im phi. Alors, il y a une technique qui est habituelle, mais qui demande d'upgrader un petit peu notre contexte. L'ouvert, le im phi, il est assuré par un théorème d'inversion locale. Si on arrive à mettre une structure de variété différentielle sur G et H et que phi est différenciable, si on arrive à montrer que la différentielle est iso, eh bien, on a directement le théorème d'inversion locale qui nous dit qu'il va y avoir un ouvert atteint, et donc là, c'est terminé. Voilà. Alors ça, attention, c'est quand même beaucoup plus fort. On était dans des groupes simplement topologiques, et là maintenant, il faut qu'il y ait des structures de variété différentielle, et en plus, des morphismes qui sont différenciables. Là, c'est chaud. Je vais juste donner un petit exemple pour commencer, juste pour se fixer les idées. Regardez ce joli morphisme qu'on trouve dans le chapitre 9 ici. Vous avez SL2 de C, c'est donc un groupe topologique, hein. De toute façon c'est un sous-groupe de GL2 de C, donc ici on est dans les groupes topologiques. Il agit linéairement sur ce qu'on va appeler petit SL2. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que c'est l'algèbre de Lie, mais c'est de grand SL2. Bon, mais si vous le savez, c'est bien. On a ici un espace vectoriel, c'est l'espace des matrices de M2 de C, de trace nulle. Voilà. Alors, la trace étant linéaire, c'est bien un espace vectoriel, et SL2 de C agit linéairement. Si on prend G dans SL2 de C, A de trace nulle, ça fait G.A égale GA, G-1, et ça, c'est bien de trace nulle aussi. Donc, bon, ça, c'est bien une action de groupe, c'est l'action par conjugaison. Et donc, ça veut dire que SL2 de C s'envoie sur GL de cet espace. D'accord ? De petit SL2. Bah oui, hein, d'accord, hein, c'est parce que l'action est linéaire ici, hein, donc ça s'envoie, qui a petit g ici, envoie l'application linéaire qui envoie A sur GA, G-1. Bien, prenons A comme matrice de trace nulle de 2, elle est donc de la forme A, B, C et moins A, avec A, B, C dans C. Eh bien, on voit que le déterminant, c'est égal à moins A2, moins BC. Eh bien, cette application déterminant,
elle va de SL2 dans C, et on voit que c'est une application polynomiale, homogène de degré 2, on appelle ça une forme quadratique. Et c'est une forme quadratique, même, c'est très facile de voir qu'elle est non dégénérée. Sa matrice, ça va être quelque chose du style -1, 0, -1,5, -1,5, 0, voilà. Et donc ça va être une forme quadratique non dégénérée, puisque le déterminant est non nul. Donc maintenant on peut préciser le groupe d'arrivée, non seulement c'est dans GL, mais ce sont les éléments du groupe linéaire qui laissent invariant le déterminant, parce qu'on sait que le déterminant de GA, G-1, c'est le déterminant de A. Donc comme ça laisse invariant le déterminant qui est une forme quadratique, ça va dans le groupe orthogonal, plus précisément, de cette forme quadratique. Comme cette forme quadratique est non dégénérée, c'est isomorphe à O3 de C. Voilà. Donc en gros, on a un morphisme de groupe entre SL2 de C et O3 de C. Alors maintenant, bon, on sait que SL2 est connexe, donc comme le morphisme est évidemment continu, ça c'est des applications continues, eh bien notre morphisme phi va aller dans la composante connexe de l'identité de O3 ici. Et ça c'est SO3. Voilà. On a un morphisme donc de SL2 de C dans SO3. Et on est en droit de se demander s'il est surjectif. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, alors, il est surjectif, la réponse va être oui. Et justement, il suffit de montrer qu'il contient un ouvert, parce que si on veut calculer explicitement ce morphisme, eh bien, les formules sont quand même assez compliquées. Et si on veut inverser, pour voir la surjectivité, les formules sont vraiment compliquées. Alors là, ici, avec ce corollaire, plus cet ouvert qui va être assuré par le théorème d'inversion locale, eh bien là, ça va se faire sans les mains, juste très facilement. Vous avez compris pourquoi on a besoin du grand connard? Hein? Ouais. Alors voilà, attention les yeux, donc le théorème de Cartan. Soit G un sous-groupe fermé de GLN de R, alors G est une sous-variété de Mn de R. Ce qui veut dire, bon, sous-variété, dans le sens variété différentielle, donc ça veut dire qu'on a juste des informations topologiques, et à partir de ces informations topologiques, on en déduit des informations au niveau de la différenciabilité. Alors on peut se le dire intuitivement, c'est-à-dire se dire, bah oui, c'est un peu normal, il y a une certaine licité chez les groupes, parce qu'à partir du moment où on a le principe de translation, tout ce qui se passe quelque part, ça se passe ailleurs. Or, il ne peut pas y avoir des points de singularité partout, donc il n'y en a nulle part. En gros, on peut le dire comme ça. Mais bon, voilà, c'est une façon philosophique un peu de traiter ce truc-là. Mais bon, on va... Voilà, ça reste de la philosophie, il faut quand même montrer les choses. Autre chose que je voulais dire avant de commencer la preuve, c'est que en général, on montre qu'on a une sous-variété grâce au théorème de submersion. Et bon, après, vous pouvez le regarder dans H2G2 comment on le fait. À chaque fois qu'on a un sous-groupe fermé de GLN de R, donc on pense à SLN de R, on pense à ON de R, à SP de N, etc., etc., eh bien, à chaque fois, on utilise le théorème de submersion pour montrer qu'on a bien une sous-variété différentielle. Bon, donc ça, c'est quand même assez agréable de le voir concrètement. Mais on a ce théorème de Cartan qui nous dit que de toute façon, théorème de submersion ou pas, ce sera valable. Ce sera quand même une variété différentielle. L'avantage du théorème de submersion, c'est que, comme corollaire, il nous apporte l'algèbre de Lie, c'est-à-dire le sous-espace tangent en l'identité qui va posséder plein d'informations sur le groupe. D'abord, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? On veut que G soit une sous-variété de Mn de R. Alors, sous-variété,
Il y a l'idée de variété, c'est-à-dire d'avoir des cartes. Et d'autre part, il y a l'idée d'être dans une sous-structure. Donc, vous voyez, ce diagramme en 4, il est important parce que ça, horizontalement, ça va être les cartes et verticalement, ça va être les sous-structures. D'accord? Donc, sous-variété, vraiment, on le dessine comme ça. Alors, regardez, on veut montrer que, donc, une sous-variété de Rn, donc avant de parler de bon, Mn de R, c'est un sous-espace vectoriel, d'accord? Donc ici, on regarde des sous-variétés d'espace vectoriel, d'accord? Donc c'est quand même un cas particulier de sous-variété, hein, beaucoup plus simple. Ici, on prend Rn, et ce qu'on veut, c'est que pour tout x dans grand X, donc on veut montrer que grand X est une sous-variété de Rn, tout petit x de grand X, il existe un voisinage ouvert de petit x dans Rn, et un ouvert U qui a un voisinage ouvert de 0 dans Rn, avec un difféo F entre W et U. D'accord? Donc ici, vous avez un difféo. Ça va être votre carte. Donc votre carte locale, mais au niveau de la variété, c'est-à-dire au niveau de Rn. Et qui correspondent ici à une carte locale, mais là au niveau de la sous-variété. Donc ici, tel que quand on va prendre x inter w, donc là on est dans Rn, et là on est dans la sous-variété, hein, donc x inter w, ce f va induire une carte, mais entre x inter w et u inter r puissance m croix 0, où m ça va être la dimension de notre variété. Alors les diagrammes de 4, comme ça, faut les penser comme, voilà, hein, moi je les pense comme ça, ça est à ça, ce que ça est à ça, ou ça est à ça, ce que ça est à ça. Ça c'est pas mal, hein, ça veut dire que la sous-variété est à la variété, ce que le Rm croix 0 est à R puissance n, mais localement. Vous voyez, en gros, c'est comme ça que je vais penser ce schéma. Alors, oui, j'ai oublié de dire, il faut aussi que f de x soit égal à 0. Il faut qu'il envoie donc, ce x sur ce 0-là. Voilà, il envoie w sur u, x sur 0, et ça sur cette partie-là. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de montrer pour grand G. On va montrer que G est une sous-variété de Mn de R. Alors allons-y, on va procéder par étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Alors, étape 1, ça va être le principe de translation. Bon, alors ça c'est rien du tout. On va se ramener au cas où petit x, c'est l'élément neutre, parce que si c'est vrai pour l'élément neutre, d'accord, ici, alors on va pouvoir toujours translater tout en restant dans G, ici, et ça va donner une translation au niveau de Mn de R, et quitte à translater par x-1, on peut partir d'un voisinage ici de petit x, regarder par, translater ici par x-1 à gauche, se ramener à un voisinage de E, et reprendre le schéma ici sur E. Alors moi je pense les choses comme ceci, hein. Le groupe G, je le vois comme SO2 de R, c'est le cercle, hein, d'accord. E, l'identité, c'est 1 ici, du cercle. Je passe de E à X en multipliant par X, parce que je suis plongé dans ces étoiles, ici, d'accord. Voilà, donc je multiplie comme ça, et tout ce qui va se passer localement ici, ça va se passer ici par translation. Voilà. Les cartes, ici, c'est simplement donné par l'exponentielle, hein, en tout cas l'exponentielle dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose ici qui va du linéaire sur le groupe. Exponentielle de IT appartient au groupe. Voilà comment on voit les choses. Bien. Donc ça, c'est juste pour intuiter un petit peu les choses, se faire un petit dessin, c'est pas mal. Alors justement, on va créer
ce sous-espace-là, par rapport au groupe, c'est ce qu'on va appeler l'algèbre de Lie du groupe. C'est l'ensemble, pour l'instant c'est juste un ensemble, des grands X de Mn de R, tel que X de T grand X appartient à G, quel que soit T dans R. Donc vous voyez bien qu'ici, pour SO2 de R, l'espace des imaginaires, d'accord, donc IR, hein, fait l'affaire. Hein. Quand on va prendre exponentielle de T fois un élément de IR, eh ben, on va être sur le cercle. Hein, d'accord. Donc, c'est ça l'idée. Essayez d'utiliser l'exponentielle pour ce sens-là, hein, de là vers là, pour créer des cartes. Maintenant, l'étape 2 consiste à dire que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Voilà. Maintenant, l'étape 3. Alors, l'étape 3, c'est, étant donné qu'on a un sous-espace vectoriel, je peux en trouver un supplémentaire dans Mn de R et construire de Mn de R dans GLN de R, une application qui a X plus Y. Alors, on aurait envie d'avoir l'application X plus Y donne X de X plus Y, mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors c'est difficile, on va dire. Et X, ici, on va associer à X plus Y, X de X fois X de Y, qui est bien défini, hein, parce que X et Y sont uniques hein, là-dedans, puisqu'on a une somme directe. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner, localement, notre carte de là vers là, de l'espace vers le groupe, et qui va ici nous apporter une carte locale sur la sous-variété. Voilà en gros les trois étapes. Elles ne sont pas évidentes. Le principe de translation, on va dire que c'est clair. L'étape 2 va être pas trop difficile. L'étape 3, un petit peu plus impliquée. Alors, on va attaquer l'étape 2. On a A dans G, lambda dans R. Il est évident que lambda A est dans l'algèbre de Lie, ce qu'on appelle l'algèbre de Lie, ça, R. Puisque vous multipliez T fois lambda, ça fait un lambda aussi, et donc ça va marcher, ça va être dans G. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est que c'est stable par addition. Ça, c'est un peu plus difficile. Donc, A, B, on suppose qu'ils sont dans l'algèbre de Lie, ce qui veut dire que XTA et XTB sont dans grand G. Donc le produit est encore dans grand G. D'accord ? Voilà, ça va être important. Maintenant, on affirme que pour T assez petit, ça va être dans un voisinage de l'identité. Hein. Pour T égale 0, c'est l'identité. Et donc pour T assez petit, ça va être dans un voisinage de l'identité. Donc je suppose que je suis dans un voisinage de l'identité. On sait que quand on regarde l'exponentielle ici de Mn dans Mn, la différentielle en 0 de l'exponentielle, c'est l'identité. D'accord ? Donc c'est bijectif, c'est iso, cette différentielle. Donc ici, on va avoir un homéomorphisme, même un difféomorphisme local, d'accord, entre Mn et Mn. Voilà. Donc je peux toujours prendre un voisinage de l'identité, puisque l'identité, x de 0, ça fait l'identité. Je peux toujours prendre un voisinage de l'identité sur lequel c'est inversible. Donc je peux prendre ici un z indice t, c'est une espèce de, je l'appelle L comme le logarithme de x de ta fois x de tb. Voilà, parce que je suis dans ce voisinage, et j'ai choisi un voisinage grâce à mon théorème d'inversion locale. Alors maintenant, si je regarde x de ta fois x de tb, d'autre part, c'est in. Bon, je fais un développement limité ici, un développement limité, je multiplie les développements limités, et quand je vais faire le produit, je vais obtenir in plus t fois a plus b plus t o de t. Ça, c'est une évidence. Et d'autre part, je sais que L de ceci, alors ça, c'est in plus un certain nt,
Donc ça, c'est dans un voisinage de l'identité. Donc j'ai un log de in plus nt, c'est de la forme nt plus t o de t. Donc maintenant, je vais prendre n de t là-dedans égale à ceci, et je vais prendre l'exponentielle des deux côtés, et je vais avoir que ça, c'est égal à l'exponentielle de t a plus b, plus TO de t, puis il y a un deuxième TO de t, mais ça fait TO de t aussi, et donc j'ai cette formule-là. Voilà, donc ça peut s'écrire comme ceci. Vous voyez, ce qu'on a fait finalement, c'est de dire que l'exponentielle de TA fois l'exponentielle de TB, ce n'est pas l'exponentielle de T A plus B, parce que A et B ne commutent pas, mais un chouïa après, ça marche, quoi, voilà, en gros. Et le tout, c'est de mesurer ce chouïa. Alors maintenant, je vais poser T égale 1 sur M étant un entier positif, et je vais regarder exponentielle de A sur M, exponentielle de B sur M. Alors ça, je sais que c'est dans G, parce que ça c'est dans G, ça c'est dans G, d'après ça. Donc le produit est dans G, d'accord? La puissance M est dans G aussi, voilà. Et donc maintenant, je vais mettre à la puissance M, donc ici je vais poser T égale 1 sur M, je vais mettre ça à la puissance M, mais là je peux rentrer cette fois-ci le M à l'intérieur, et donc ici, je fais tendre M vers l'infini, ici je vais avoir du O de 1 sur M, ça disparaît, et ici j'ai du exponentiel de 1 plus B. Donc je viens de démontrer, comme ça tend, ça appartient à G, et ça tend vers ça, comme G est fermé, c'est ici, eh bien je viens de démontrer que ceci, ça appartient à G. Ça ne veut pas encore dire que A plus B appartient à petit g, parce qu'il faudrait démontrer que T fois A plus B, exponentielle de T fois A plus B, appartient à un grand G, d'après la définition. Mais, regardez, on peut remplacer A par TA et B par TB, et on aura exactement la même chose. Donc, ici, on a bien A plus B dans petit g. Donc, on a montré l'étape 2, qui n'était pas tout à fait évidente. Maintenant, on va attaquer l'étape 3, avec un supplémentaire H de G dans Mn2. Alors allons-y, on va construire ce diagramme à 4 éléments qui va prouver qu'on a bien une sous-variété. Alors on a donc ce supplémentaire H de l'algèbre de Lie petit g de grand G, et on a construit phi qui a x plus y, on a une décomposition unique de Mn de R, en voie x de x fois x de y. La différentielle, c'est facile de la calculer ici, ça va être l'identité là, en 0, la différentielle en 0, vous faites tout simplement un développement limité, et vous voyez que c'est l'identité, c'est donc phi est un difféomorphisme local en 0, et on va admettre dans un premier temps que pour un voisinage V de 0 dans H, un voisinage ici, phi de V inter G est égal à l'identité. Je rajoute même, quitte à prendre V assez petit, je vais supposer que phi est injectif sur V. D'accord ? Parce que je sais que phi est un difféo local, donc je peux toujours supposer qu'il est injectif sur V, quitte à restreindre. Voilà. Alors maintenant, regardez, on va construire ce diagramme. Il va être à l'envers par rapport à ce qu'on avait vu, parce qu'on regarde l'exponentielle là ici de gauche à droite. Donc les cartes vont de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Donc je vais choisir U suffisamment un ouvert de 0 dans la Mn de R, suffisamment petit pour que ici on ait notre difféo local, et suffisamment petit pour que quand on le projette sur H, on tombe sur quelque chose qui est inclus dans V, d'accord, pour pouvoir affirmer toutes ces choses. Donc je prends U qui vérifie tout ça, je regarde phi qui va être un difféo donc entre U et phi de U, c'est-à-dire l'ouvert W, que j'appelle W, et je vais montrer que j'ai ici
à l'intérieur de U, je vais regarder G inter U, donc qui pourra s'identifier à un certain RM croix 0, puisque ça va être notre côté RM, et ça va être notre côté 0, inter U, voilà, qui va s'envoyer, lui, j'affirme, dans G inter W, et que on va avoir donc ce schéma-là. En fait, si on regarde bien, U, ça y est, on l'a construit, phi de U, c'est W, donc là, ici, c'est diphéo. W est un voisinage de l'identité, donc ça, c'est un voisinage de l'identité dans G. Ça s'envoie bien, ça s'injecte bien là-dedans, de toute façon, bah oui, puisque W s'injecte, G inter W s'injecte dans W. Ça s'injecte bien dans U, ça, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est d'avoir un diphéo entre là et là. D'accord ? Et entre G inter U et ceci. Alors, on a bien phi qui est injectif, puisqu'on a restreint à une partie où phi est injectif. Donc ici, phi est injectif. Maintenant, il faut montrer que phi moins 1 de G inter W, c'est égal à ceci. Voilà, c'est inclus là-dedans. Et à partir du moment où on a ça, c'est terminé. On aura bien notre diagramme des 4. Ok, alors pourquoi phi moins 1 de G inter phi de U est inclus dans G inter U? Alors ce qu'il faut montrer, c'est que quand je prends un élément là-dedans, c'est-à-dire un élément A tel que phi de A est inclus dans G inter W, ça c'est W, hein. Alors, si j'écris A sous la forme X plus Y, donc je sais que je vais aller dans U, ça c'est clair, mais si j'écris X plus Y pour A, eh bien la partie Y sera nulle. Comme ça, je serai bien dans G. D'accord ? Voilà, c'est ça qu'il faut que je montre maintenant. Il suffit de montrer ça. Ben oui, je sais que par définition, phi de A, puisque je suis là-dedans, je sais que phi de A est inclus dans G inter W, hein, ça je rappelle que ça c'est W, hein, ce truc-là. Voilà. Donc maintenant, phi de A, c'est x de x fois x de y, par définition. Mais x de x, comme x est dans l'algèbre de Lie de grand G, x de x, ça appartient à grand G. Donc on a ça qui appartient à grand G, ça qui appartient à grand G. Comme grand G est un groupe, x de y appartient à grand G. Donc ça veut dire que x de y égale identité, parce que je sais par définition que mon y, comme par mon choix de u, mon y il est dans V. Et donc on est là-dedans. Donc x de y est égal à l'identité. Mais maintenant j'ai pris V assez petit pour que phi soit injectif, donc ici ça fait y égale 0. Et donc on a bien ce qu'on voulait. Voilà, on n'a pas tout à fait terminé la preuve parce qu'on a admis qu'il existait un voisinage tel que phi de V inter G était égal à l'identité. Donc c'est ça qu'on va montrer là maintenant. Bon, allez, on achève la preuve, il ne reste plus que quelques mètres. Alors je rappelle que H, c'est un supplémentaire de l'algèbre de Lie G de grand G. Et on veut montrer qu'il existe un voisinage ouvert de 0 dans petit h, tel que phi de V, c'est-à-dire l'exponentielle de V, hein, inter G, est égal à l'identité. On va supposer, par l'absurde, que c'est faux. Donc ça voudrait dire qu'il existe une suite xm qui tend vers 0 et tel que l'exponentielle de xm est dans G sans être I indice n. Mais si ce n'est pas I indice n, étant donné qu'on est proche de 0 et que l'exponentielle c'est un diphéo local en 0, ça veut dire que xm est différente de 0. Voilà. Donc on a une suite qui tend vers 0 avec les xm tous non nuls et telle que x de xm appartient à grand G. Donc ça c'est par l'absurde. Donc comme c'est non nul, je construis ym sur la sphère unité, je normalise xm en divisant par la norme. Ça je peux le faire. Et donc je peux trouver une sous-suite, et je suppose que la sous-suite c'est justement ym, hein, qui tend vers y parce que la sphère est compacte
Et donc, je peux extraire une sous-suite qui converge vers un y qui va être dans la sphère. Et ce que j'affirme, c'est que l'exponentielle de ty appartient à g pour tout t, d'accord, pour tout t quelconque dans R. Ce qui va me donner ma contradiction, parce que ça voudrait dire que y appartient à l'algèbre de Lie de grand G, mais comme c'est supplémentaire, ça voudrait dire que y est nul, mais c'est pas possible parce que c'est sur la sphère. Bon, donc montrons que pour tout t, x de ty appartient à G, ce sera terminé. Donc je prends t dans R, je construis t sur la norme de xm, c'est un réel que je décompose en une partie entière et une partie comprise entre 0 et strictement plus petite que 1. Donc là c'est μm et num. Bon. Maintenant regardez, je regarde l'exponentielle de ceci, donc bon, si je regarde l'exponentielle de t ym, d'accord, je regarde, j'ai donc t sur norme de xm fois xm, et donc en décomposant ceci, j'ai que ça, c'est égal à l'exponentielle de μm xm plus num xm. Ça, c'est égal à ça. Mais, d'une part, ceci, comme ym tend vers y, ça tend vers exponentielle de ty, et comme num est borné, et que xm tend vers 0, bah ça tend évidemment vers 0. Ce qui veut dire que l'exponentielle de μm xm tend vers x de y. Mais ça, c'est l'exponentielle de xm puissance μm, parce que μm est entier. Mais comme exponentielle de xm appartient à g, parce que, par définition, d'accord, par construction, bah, exponentielle de xm exposant μm appartient à g. Parce que ça, c'est des entiers, g est stable par puissance d'un entier. Voilà. Donc, voilà, ça veut dire que l'exponentielle de ty, bah, étant donné que c'est la limite, quand m tend vers plus l'infini d'éléments de g, et que g est fermé, alors x de ty est dans g. Voilà. Et donc, on a montré notre contradiction, et c'est terminé pour le théorème de Cartan-von Neumann, qui était bon, un peu impliqué, hein, un peu lourd à montrer, mais bon, ça vaut le coup, vous voyez, ça veut dire qu'on appuie sur un bouton. Maintenant, vous allez voir que c'est encore mieux, la cerise sur le gâteau, c'est le corollaire. Si vous prenez, bon, vous prenez G et H, bon, on va prendre par exemple deux sous-groupes juste fermés hein, dans GLN, comme on avait tout à l'heure entre SL2 et SO3, si vous vous en rappelez encore, eh bien, si vous avez phi qui est continu de G dans H, alors phi est différenciable. Donc ça, la continuité implique la différenciabilité dans ce monde des groupes. On a beau s'y attendre, hein, parce que dans le monde des groupes, on imagine le monde des groupes assez lisse, mais quand même, le fait de le montrer, hein, on voit bien que ce mélange de topologie et de groupe, c'est explosif et décoiffant. Donc, montrons ceci, ben, on va regarder le graphe gamma phi de cette application, donc par définition du graphe, hein, c'est l'ensemble des couples G, phi de G quand G parcourt grand G. Eh bien, il se trouve que c'est un fermé dans GLN croix GLM, qui est déjà un fermé dans GL de n plus m. Donc, vous pouvez voir ça comme des matrices diagonales par bloc, hein, d'accord, de taille n plus m, avec des blocs de taille n et de taille m. Donc c'est le 0, vous avez un certain nombre de zéros, donc ça définit bien le fermé là-dedans. Donc vous avez un fermé, donc comme phi est continu, ça c'est fermé là-dedans, qui est fermé là-dedans. Donc ça c'est fermé là-dedans, donc c'est une sous-variété. Et maintenant c'est terminé dans la sous-variété. Qu'est-ce que vous voulez récupérer à partir de cette sous-variété? Vous voulez récupérer phi, ben, c'est facile. Vous partez de G, d'un élément G, ici. Vous lui associez G phi de G. Bah, là, évidemment,
ça va être un difféo, hein, ça, de G dans phi de G. D'accord, quand vous avez un ensemble de couple, vous avez deux projections, la projection sur la première coordonnée et la projection sur la deuxième coordonnée. Donc vous avez évidemment de la mer là, une bijection différenciable, donc un difféo. Et ici, vous n'avez plus qu'à passer par pi2. Pi2 est évidemment différenciable. Donc ici, vous récupérez phi de g, comme ça. Et donc, vous avez votre corollaire. Phi est différentiable. Voilà. Alors, il faudrait énormément d'exemples, mais on a assez vu de choses pour aujourd'hui. Il faudrait vraiment énormément d'exemples pour illustrer tout ça. Une grande partie de la théorie des groupes de Lie, c'est une illustration de ce théorème de Cartan-von Neumann qu'on a montré de belle manière. Voilà.